7 choses que l'État sécurise avant tout en cas d'effondrement. Il se peut que tu ne sois pas sur la liste. Imagine un instant, un flash d'actualité coupe ton émission préférée. Le présentateur a le visage grave. Les mots qui sortent de sa bouche te glacent le sang. État d'urgence nationale, frontières fermées, pénuries imminentes. Tu regardes autour de toi, ton salon paisible, ton frigo plein, ta vie normale. Tout ça pourrait basculer en quelques heures. Et la vraie question n'est pas « est-ce que ça va arriver ?» La vraie question c'est « quand ça arrivera, est-ce que tu sauras quoi faire ?» Parce que voilà la vérité que beaucoup ignorent. En cas d'effondrement, ce n'est pas l'État qui te sauvera. L'État se sauve lui-même d'abord. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce qu'il protège, en priorité. Et pourquoi toi, tu n'es probablement pas sur la liste. Il existe des protocoles secrets, des bunkers gouvernementaux, des listes de priorités strictement classifiées. Ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait complètement changer ta vision du système. Et attention, tout ce que je vais te dire s'appuie sur des lois, des plans officiels et des dispositifs bien réels, même si certains détails restent classés secrets. La priorité numéro 4. Quand tu vas comprendre ce qu'elle cache vraiment, tu vas réaliser à quel point le système est conçu pour se protéger lui-même, pas toi. Alors reste jusqu'à la fin, parce qu'après t'avoir montré ce que l'État protège, je vais te dire exactement ce que toi tu dois sécuriser pendant qu'il est encore temps. Mais juste avant, si ce type de contenu te parle, laisse un j'aime, un boost et abonne-toi. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers plus de gens qui ont besoin de l'entendre. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Priorité numéro 1, la continuité du pouvoir. Première chose que l'État sécurise en cas d'effondrement, lui-même. Tu pensais que ta sécurité était la priorité? Réfléchis une seconde. Quand tout s'effondre, qui décide de la reconstruction? Qui contrôle les ressources? Qui donne les ordres? Celui qui survit au sommet. Et pour ça, chaque pays développé a ses bunkers gouvernementaux. Pas des légendes urbaines, des installations réelles, ultra sécurisées, dont l'emplacement exact est classifié. En France, il existe des installations sécurisées liées à ce qu'on appelle le PC Jupiter, le centre névralgique de décision de l'Élysée, avec des zones protégées pour les plus hauts dirigeants de l'État. Aux États-Unis, c'est Raven Rock Mountain, surnommé le Pentagone souterrain, une ville entière creusée dans la montagne. Ces endroits ne sont pas juste des abris, ce sont des centres de commandement complets. Ils sont conçus pour fonctionner en autonomie prolongée, avec eau, nourriture, énergie et communication protégée. Et voici le détail qui claque. Dès les premiers signes d'un effondrement majeur, des plans d'évacuation ultra rapides se déclenchent pour les principaux responsables politiques, militaires et certains hauts fonctionnaires. Pendant ce temps, toi, tu es censé rester calme et attendre les instructions. Mais ce n'est pas tout. Ces bunkers ne protègent pas que des personnes. Ils protègent le pouvoir lui-même. Les données gouvernementales critiques sont dupliquées et stockées dans ces installations. Les codes nucléaires, les systèmes de commandement militaire, les registres de l'État. Et maintenant, devine quoi? Protéger le gouvernement, c'est une chose. Mais il y a quelque chose d'encore plus critique à sécuriser. Quelque chose sans quoi même un bunker ne sert à rien. Priorité numéro 2. Le contrôle des communications. Réfléchis bien. En cas de chaos total, qu'est-ce qui pourrait vraiment renverser un gouvernement? La révolte de la population. Et qu'est-ce qui permet une révolte organisée? La capacité à communiquer librement. Si les gens peuvent aller s'organiser, partager des informations non filtrées, coordonner des actions, le pouvoir s'effrite. C'est pour ça que dans tous les plans d'urgence nationaux, prendre le contrôle des communications est une priorité absolue. En France, des textes récents permettent à l'État de réquisitionner certains services énergétiques et, plus largement, les opérateurs peuvent être légalement contraints de mettre leur réseau à disposition pour les communications d'urgence en cas de crise grave. Aux États-Unis, le système EAS peut prendre le contrôle de toutes les chaînes de télévision et radio très facilement. Mais ça va beaucoup plus loin. Les satellites de communication militaire sont protégés comme des trésors nationaux. Les centres de contrôle des réseaux sont des forteresses. Et il existe des systèmes de communication parallèles, complètement indépendants du réseau civil, réservés exclusivement aux forces de l'ordre et à l'armée. Comprends bien ce que ça signifie. En cas d'effondrement, tu n'auras peut-être plus Internet, plus de téléphone, plus rien. Mais eux, ils pourront toujours communiquer, coordonner, donner des ordres, contrôler, asymétrie totale. Et le plus flippant, des pays comme la Chine ou la Russie ont déjà montré qu'ils pouvaient y restreindre fortement ou couper l'accès à Internet dans certaines régions lors de troubles ou exercices. Ils peuvent littéralement éteindre l'accès au web d'une région entière. Tu crois que les démocraties occidentales n'ont pas les mêmes capacités? Elles disposent aussi de leviers techniques et juridiques pour restreindre ou filtrer les réseaux dans des circonstances exceptionnelles. Maintenant, tu commences à voir le tableau. Le gouvernement se protège. Les communications sont verrouillées.
Mais il manque encore quelque chose d'essentiel, quelque chose qui détermine qui survit et qui meurt de faim. On en parle maintenant. Priorité numéro 3. Les réserves stratégiques. Tu sais ce qui tue en premier lors d'un effondrement? Pas les catastrophes elles-mêmes. C'est la pénurie. Pas d'essence, pas de nourriture, pas de médicaments. C'est là que tout bascule dans le chaos. Et devine quoi? L'État le sait parfaitement. C'est pour ça que de nombreux gouvernements maintiennent des réserves stratégiques absolument colossales. Et je ne parle pas de quelques palettes de riz dans un hangar. La France maintient en permanence des stocks de pétrole pour environ 90 jours de consommation nationale. Des millions de barils, stockés dans des dépôts ultra sécurisés à travers le pays. Pourquoi le pétrole en priorité? Parce que sans carburant, c'est l'arrêt total. Transport, agriculture, industrie, armée, tout s'effondre. Mais il y a aussi des réserves de médicaments, des antibiotiques, des antiviraux, des traitements contre les radiations nucléaires. Des millions de doses dans des entrepôts dont les emplacements exacts sont classifiés. L'État français a aussi mis en place des stocks de produits de santé et, selon les périodes et les besoins, certains produits alimentaires et essentiels peuvent être sécurisés via des stocks publics ou parapublics. Les États-Unis ont le Strategic National Stockpile, un système de réserve médicale et alimentaire dispersé dans des lieux secrets à travers le pays. Et maintenant, la question qui fâche. Qui a accès à ces réserves en cas de crise? Pas toi, pas ta famille. En priorité, les plans prévoient d'alimenter les hôpitaux, les services d'urgence, certaines forces de sécurité et les infrastructures dites vitales. La population générale arrive après, une fois ses besoins jugés critiques couverts. Tu comprends maintenant pourquoi certains se préparent individuellement? Parce qu'ils sont tout en bas de la liste. Beaucoup sont conscients qu'en cas de crise, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes et leurs proches. Mais attends. On vient de parler de survie physique. Maintenant, on va parler de quelque chose de beaucoup plus sournois. Quelque chose qui va déterminer qui sera riche ou pauvre après la crise. Et ça, c'est la priorité numéro 4. Priorité numéro 4, le système financier. Le système financier, c'est vraiment un tout autre niveau. Et attention, je ne parle pas de ton argent, je parle du système lui-même. Imagine un effondrement économique total, les banques ferment, les distributeurs ne fonctionnent plus, ton compte en banque, juste des chiffres numériques qui ne valent plus rien. Pendant que toi tu paniques devant un guichet fermé, l'État protège quelque chose de bien plus précieux, la capacité de reconstruire le système financier après la crise. Il existe ce qu'on appelle des sites de continuité bancaire. Des centres de données ultra sécurisés, souvent souterrains, où sont sauvegardées toutes les transactions, tous les registres de propriété, toutes les dettes, tout ce qui fait fonctionner l'économie moderne. Les banques centrales et les grandes institutions financières ont des centres de données redondants et des sites de secours hautement sécurisés pour protéger les systèmes de paiement et les registres financiers. Ces installations sont conçues pour résister aux catastrophes les plus extrêmes. Impulsions électromagnétiques, bombardements, catastrophes naturelles. Pourquoi tant de protection? Parce que celui qui contrôle les données financières après un effondrement contrôle littéralement qui possède quoi. Qui doit de l'argent à qui? Qui a des droits sur quelles ressources? C'est le pouvoir absolu. Et maintenant, accroche-toi bien, parce que ça devient vraiment tordu. L'histoire montre que, après des crises extrêmes, des pays ont déjà utilisé des réformes monétaires qui ont dévalué ou effacé une partie de l'épargne des citoyens du jour au lendemain. Rien ne garantit que ce type de solution ne serait pas envisagé à nouveau dans une future crise majeure. Pendant que tu te demandes comment payer ton loyer, ils auraient déjà prévu comment redistribuer les cartes après le chaos. Flippant, non? Bon, maintenant qu'on a parlé d'argent, parlons de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Quelque chose sans quoi l'argent ne sert à rien. Quelque chose que tu utilises tous les jours sans y penser. Priorité numéro 5. L'eau et l'énergie. L'eau et l'énergie, ce sont vraiment les deux choses les plus vitales pour la survie humaine. Et, franchement, ce sont aussi les deux choses que l'État protège avec une vigilance quasi militaire. Tu sais, tu peux survivre 3 semaines sans nourriture, 3 jours sans eau, et seulement 3 heures dans des conditions extrêmes, sans chaleur ou abri. L'État le sait parfaitement. C'est pour ça que les infrastructures d'eau et d'énergie sont traitées comme des installations militaires. Les centrales électriques, certains barrages et de nombreuses installations d'eau potable sont considérées comme des infrastructures critiques et bénéficient de mesures de sécurité renforcées, parfois même avec une protection militaire ou policière sur les sites les plus sensibles. Mais, voilà ce que tu dois vraiment comprendre. En cas de tension extrême sur le réseau électrique, il existe des plans de délestage qui déterminent quelles zones peuvent être coupées et lesquelles doivent absolument rester alimentées. Tout en haut de la liste, on retrouve les hôpitaux,
les services d'urgence, certains sites militaires, et bien sûr, des infrastructures dites prioritaires. Les quartiers résidentiels, eux, peuvent se retrouver plusieurs heures sans courant pendant ces opérations. Ton quartier résidentiel? Tu peux attendre des jours, des semaines, peut-être même plus. C'est exactement pareil pour l'eau. Il existe des systèmes de distribution d'urgence qui privilégient certaines zones. Les nappes phréatiques stratégiques sont cartographiées, surveillées et protégées. Et, voilà un détail que peu de gens connaissent. Certains bunkers gouvernementaux possèdent leur propre puits artésien, complètement indépendant du réseau public. Ils peuvent tenir très longtemps, même si le réseau public est totalement à l'arrêt. Maintenant, tu commences à voir le schéma? Ils ont le pouvoir, les communications, les ressources, l'argent, l'eau, l'énergie. Mais il manque une pièce essentielle du puzzle. Comment gérer une population désespérée qui n'a plus rien à perdre? C'est là que ça devient vraiment inquiétant. Priorité numéro 6, le contrôle de l'ordre public. Le contrôle de l'ordre public, en clair, c'est empêcher de te révolter. Les gouvernements ont des plans extrêmement détaillés pour ce qu'ils appellent pudiquement la gestion des troubles civils à grande échelle. Traduction. Comment contrôler une population qui n'a plus rien à perdre? Les forces de l'ordre disposent de stocks de matériel anti-émeute qui pourraient franchement équiper une petite armée. Gaz lacrymogène, grenades assourdissantes, canons à eau, boucliers, armures. Des quantités hallucinantes stockées dans des entrepôts à travers le pays. Mais, tu t'en doutes, ça ne s'arrête pas là. Il existe des plans de zones de sécurité prioritaires où l'armée peut être déployée en quelques heures, des protocoles de couvre-feu total, des systèmes de checkpoint automatiques. Aux États-Unis, le plan Garden Plot, rendu public après déclassification, détaillait exactement comment l'armée interviendrait pour restaurer l'ordre en cas d'effondrement social. Détention massive, contrôle des déplacements, réquisition de propriétés privées. Dans certains documents de planification, des scénarios vont jusqu'à prévoir des restrictions très fortes de circulation, d'occupation de certaines zones et, dans des cas extrêmes, des réquisitions temporaires de biens. La France a ses équivalents avec les plans Vigipirate niveau maximum et l'état d'urgence renforcé qui donne des pouvoirs extraordinaires aux autorités. Et, voici ce qui devrait vraiment te faire réfléchir. Pendant la crise Covid, on a vu à quelle vitesse des mesures exceptionnelles peuvent être mises en place. Confinement, attestation de déplacement, amende, surveillance. Et tout ça, c'était pour une crise sanitaire, pas un effondrement total. Maintenant, imagine les mêmes pouvoirs, mais dans un contexte où la société s'effondre réellement. Où les gens sont désespérés, où il n'y a plus de nourriture dans les magasins. Les gants blancs disparaîtraient très très vite. Alors, récapitulons. Ils ont tout prévu pour garder le contrôle. Mais il reste une autre priorité de notre liste. Une priorité qui concerne l'après. Pas juste survivre au chaos, mais reconstruire ensuite. Et là, ça devient fascinant. Priorité numéro 7. La préservation du savoir et des capacités de reconstruction. Parce que l'État, c'est une chose. Si l'effondrement est assez grave, la reconstruction prendra des générations. Et celui qui contrôle le savoir, contrôle l'avenir. C'est pour ça qu'il existe des archives nationales ultra sécurisées. En France, les archives nationales ont des copies de sécurité stockées dans des bunkers. Aux États-Unis, il existe aussi des installations souterraines dédiées à la protection de documents et de données gouvernementales sensibles. Mais ça va beaucoup plus loin que de vieux papiers. Il existe des banques de semences. La plus célèbre est la Svalbard Global Seed Vault en Norvège, enterrée dans une montagne de l'Arctique, qui contient plus d'1 million d'échantillons de graines de culture du monde entier. Elle est officiellement présentée comme une assurance pour la sécurité alimentaire mondiale, au cas où des guerres ou des catastrophes détruiraient les cultures dans plusieurs régions. Une assurance contre l'extinction des plantes alimentaires. Des bibliothèques génétiques conservent l'ADN d'espèces menacées. Des centres de données protègent les connaissances scientifiques et techniques essentielles. Les plans de construction d'infrastructures, les formules médicales, les procédés industriels. Pourquoi? Parce que si tout s'effondre vraiment, ces informations permettront de reconstruire l'agriculture, la médecine, la technologie. Et devine qui contrôlera ces connaissances, qui décidera qui y a accès. Exactement, ce n'est pas juste de la survie, c'est du contrôle sur l'avenir lui-même. Imagine, après un effondrement total, ceux qui ont accès aux semences décident ce qui pousse. Ceux qui ont les connaissances médicales décident qui est soigné. Ceux qui ont les plans techniques décident ce qui est reconstruit. Le pouvoir absolu sur la reconstruction de la civilisation. Et maintenant que tu connais notre liste de 7 priorités de l'État, il est temps de parler de toi. Voilà, les 7 priorités absolues de l'État en cas d'effondrement. Remarque bien ce qui manque sur cette liste. Toi, ta sécurité personnelle, ta famille, tes enfants.
Tu n'es pas dans les priorités stratégiques. Tu es une variable, un chiffre dans une statistique de pertes acceptables. Alors, qu'est-ce que tu peux faire avec ces informations? D'abord, arrête de croire que le gouvernement s'occupera de nous. C'est faux. Les plans existent et tu n'en fais pas partie. Ensuite, commence à te préparer intelligemment. Et je ne parle pas de devenir un survivaliste parano qui vit dans un bunker. Je parle de bon sens et des réserves d'eau et de nourriture non périssables pour au moins 2 semaines. C'est le strict minimum. Pas compliqué, pas cher, juste du bon sens. La plupart des agences de gestion de crise recommandent au minimum quelques jours d'autonomie, mais viser 2 semaines donne une vraie marge de sécurité. Apprends des compétences de base. Premier secours, purification d'eau, conservation des aliments. Des trucs simples qui peuvent te faire la différence. Nous avons plusieurs vidéos sur la chaîne qui te montrent comment procéder. Crée des réseaux. Tes voisins, ta famille, tes amis. En cas de crise, ce sont eux qui compteront, pas l'État. Une communauté solide vaut mieux que n'importe quel bunker. Diversifie tes actifs. Ne mets pas toute ta confiance dans le système bancaire numérique. Un peu d'argent liquide, quelques objets de valeur échangeable, juste au cas où. Et surtout, reste informé. Suis les signaux, les tensions géopolitiques, les fragilités du système, les précédents historiques. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la gestion de risque. Les États eux-mêmes font des plans d'urgence très détaillés. Pourquoi pas toi à ton échelle? L'histoire nous montre que les effondrements arrivent. Pas peut-être, ils arrivent. L'Empire romain, la République de Weimar, l'Union soviétique, le Venezuela moderne. Ce n'est jamais ça n'arrivera pas ici. C'est toujours ça n'est pas encore arrivé. Maintenant, à toi de jouer. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la. Mets un j'aime, un boost. Commente en dessous ce que toi tu fais pour te préparer. Créons une communauté de gens conscients, pas de moutons qui attendent d'être sauvés. Abonne-toi pour plus de contenu qui te disent la vérité. Et pose-toi cette question avant d'aller dormir ce soir. Si tout s'effondrait demain, est-ce que tu serais prêt? Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et prépare-toi. À bientôt sur Éco Décryptage.